Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va tirer les leçons de plus de 700 projets avec Pierre, qui est le fondateur de Cataneo. Forcément, il y a des investisseurs de tout niveau. On peut avoir 0 bien et plein d'envie, 1 bien, 5 biens, 10 biens, des dizaines de lots, comme ça peut être mon cas, et après on peut faire des centaines de projets, comme c'est pas mon cas, mais c'est le cas de Pierre. Il va nous raconter justement comment il source les biens, comment on gère autant de biens, et puis on va notamment faire un bon focus sur la région lyonnaise, déjà je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast, qui sont de cette région. Et j'en ai reçu plusieurs également. J'ai reçu Romain, j'ai reçu David et encore plein d'autres qui sont de cette région sur le podcast. Et en fait, ça a la particularité d'avoir un peu tous les marchés de France, c'est-à-dire qu'il y a des prix qui vont de 1000 à 10 000 euros le mètre carré, et donc toutes les rentas, donc soit à Lyon et dans sa région. Donc j'ai trouvé que c'était super intéressant. Qui plus est, la dernière fois que j'avais fait un épisode, j'en ai fait qu'un avec quelqu'un qui a, on va voir le business de Pierre. Ça a été longtemps et ça l'est toujours un de mes top 3 épisodes sur plus de 250 écoutés. Donc je trouvais très intéressant d'interviewer Pierre et de voir le mindset et comment on scale à des niveaux comme ça d'achat qui sont importants. Avant de démarrer, vous le savez, j'ai toujours beaucoup de choses à vous raconter. Je vais peut-être faire plus court qu'avant. Je sors d'une semaine, je ferai peut-être un épisode dédié. On a fait une semaine assez impressionnante, notamment avec Michel. Plein de projets, ça a cartonné. Mais je voulais vous faire un petit point sur l'anglais. Ça va être mon thème du jour. L'anglais, en fait, je fais de plus en plus de vidéos en anglais. Donc moi, j'ai eu la chance, on va le dire, notamment via mon activité professionnelle dans la finance, de tout ce que je lis c'est en anglais, tout ce que j'écris c'est en anglais, les courriers, les appels et tout ça. Donc au début, j'étais comme tout le monde, je suis sorti du système scolaire français, je parlais très très mal anglais. Et puis maintenant, ça a été notamment via mon métier de départ, et puis via tous les voyages aussi, que j'ai vraiment amélioré mon anglais. Maintenant, je peux tenir des conversations de plusieurs jours avec des personnes qui parlent que anglais. J'ai quelques amis qui parlent que anglais. Voilà, ça pose pas de problème. Et en tout cas, voilà, ça a été la vie. Il faut dire, si ça a pas été, ça a été en gros le besoin de manger qui m'a fait parler anglais. Mais j'ai fait de plus en plus de visites en immobilier. Ça m'est arrivé hier de faire une visite en anglais. La dernière fois que j'avais aussi fait des visites, pareil, j'avais fait au moins 2-3 visites en anglais. Donc si déjà, enfin voilà, c'est vraiment, je pense, une compétence à avoir. On a l'intelligence artificielle, on a la la traduction qui s'est énormément améliorée par écrit. Si vous parlez pas anglais, c'est pas non plus la fin du monde, mais j'ai loué plusieurs appartements à des personnes qui parlaient que anglais, et je vois que en fait, sur les marchés qui sont un peu moins tendus, donc là où il y a le plus de renta, on va dire clairement, c'est vraiment quelque chose qui vous démarque, et les locataires vous font plus confiance quand ils peuvent vous parler en anglais. Voilà, ils peuvent vous raconter un peu plus leur vie en détail, et enfin, je vois que c'est quelque chose qui compte. Donc, si vous aviez encore besoin d'une raison pour apprendre à parler anglais, le fait d'avoir des locataires supplémentaires qui sont prêts peut-être à payer plus aussi, parce que du coup, ils sont pas forcément, voilà, ce qu'ils veulent, ils sont pas forcément à 50 euros près. Ce qu'ils veulent, c'est plutôt être en confiance à l'endroit où ils résident. Donc voilà, visite. Et hier, j'ai fait des visites, et je pense que c'est un point qui est important. J'en ai parlé très souvent de comment réduire la vacance locative. Pour moi, c'est vraiment comme ça qu'on gagne de l'argent. Faut être hyper réactif sur le bon coin, c'est-à-dire que si vous y allez que une fois par jour, ça suffit pas. Si pour gérer les messages, faut vraiment que ce soit comme votre WhatsApp, quand vous avez une annonce, répondre tout de suite. Et hier, j'étais déjà dans l'appartement en fait. Il y a des gens qui m'ont écrit, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez venir visiter? Ils sont venus tout de suite. Donc voilà, il faut être super réactif par rapport à ça. Et puis là, ça va se louer. J'ai fait visiter à 4 personnes, et les 4 voulaient l'appartement. Je vous en avais parlé rapidement. J'avais fait passer un peintre pour repeindre tout l'appart en blanc. Il y avait des couleurs. Avant, c'était un appart qui était en location courte durée, donc il y avait des couleurs un peu plus vives. Et sauf que ça s'était un peu abîmé. Et je trouve que notamment l'appartement, il est très lumineux, donc on voit les traces sur les murs. Donc là, il a tout repeint en blanc. Franchement, ça fait propre, ça fait bien. Et j'ai pas payé le tarif le plus élevé du grade A, comme on dit. Voilà, l'idée c'était vraiment de mettre un coup de propre, et ça a vraiment. On a aussi changé un meuble de salle de bain
commençait à faire, il marchait très bien et tout, mais il faisait peut-être un peu trop années 90. On a mis un truc moderne, ça coûte pas si cher, donc voilà. Parfois, ça vaut la peine de réinvestir un peu que ce soit du cash flow ou même de votre propre argent sur sur la modernisation d'un bien. Et en fait, en retrouvant les photos pour l'annonce, c'est vrai qu'on l'avait déjà modernisé parce qu'on l'avait acheté en 2019, je crois. Donc voilà, normalement c'est loué. Je suis content avec ça. Et je crois que ça va. Ah si. Et du coup, pour vous raconter un peu mon programme, comme ça vous le saurez pour les prochains épisodes de podcast. Je sais pas encore comment je vais m'organiser. Cette semaine, je pars à Chamonix, voir mon acolyte Michel, avec qui voilà, on a fait les 400 coups et plein d'appartements, etc. Je rentre dimanche de Chamonix et puis lundi direction Hong Kong. Si vous habitez à Hong Kong, il y a déjà 3 auditeurs du podcast. Rendez-vous est pris. On dîne ensemble le mercredi 17 septembre. Donc si vous êtes de Hong Kong, n'hésitez pas à m'écrire Insta ou mail info@babypatron.net. Comme ça, on peut se voir. Je sais pas quand je retournerai à Hong Kong, donc profitez-en. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. On se retrouve de l'autre côté avec Pierre. À tout de suite. Et bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat, immobilier, notamment de la région lyonnaise, investissement clé en main, statut du bailleur aujourd'hui, actualité immobilière. On a plein de choses à se dire. On est avec Pierre. Je te laisse te présenter, Pierre. Et j'aime bien, je sais même pas si je t'avais prévenu, j'aime bien toujours que les invités, vu qu'ils s'appellent Bye Bye Patron, ils puissent raconter une petite expérience de leur ancienne vie, un boulot un peu ingrat qu'ils auraient pu faire, soit quand ils étaient étudiants ou soit avant ton parcours d'entrepreneur réussi. Donc, je te laisse attaquer et puis ensuite on déroulera sur ton parcours et puis après sur ce que tu fais aujourd'hui. OK, génial. Écoute, déjà, merci Thibaut, pour, l'accueil. Peut-être pour te répondre, donc moi je suis Pierre François. Pour dire un mot, rapidement répondre à ta question, j'ai commencé comme, job où, j'ai fait de la construction, job ingrat, construction d'abris piscine. Donc à Ok. 40 degrés sous les tôles, en usine à 5 heures du matin, avec, toutes les, centimètres de main, blessés par, les couteaux, les cutters et cetera. Ouais, petit job ingrat et j'ai également fait, des brochettes au Spar, quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc tu vois, j'ai fait, on va dire ces 1res expériences-là. Après, j'ai quand même assez rapidement, fait des études parce que justement ces 1res expériences m'ont mis un petit coup de fouet. Ça m'a donné, le goût du travail de me dire: «Pourquoi je me lève le matin? J'ai pas envie de faire ça toute la journée». Donc j'ai fait des études et j'ai, eu un master en conseil en management pour, travailler ensuite en tant que consultant en stratégie d'entreprise. J'ai eu la chance d'avoir des super clients, aussi bien des grands comptes type, Leclerc, Manpower ou des petites entreprises, plus locales avec, 50-200 employés. Vraiment une vision de conseil. Et puis parallèlement à ces expériences dans le monde du conseil, j'ai fait pas mal d'immobilier à titre personnel. J'y ai pris goût, j'ai commencé à acheter, plusieurs appartements, et donc tu vois aujourd'hui, j'ai un parc immobilier avec une trentaine, d'appartements et environ 60 locataires parce qu'il y a pas mal de colocations. Voilà pour faire courte, là où j'en suis aujourd'hui sur le parcours, immobilier. Et puis oui, peut-être entre les 2, j'ai aussi fait un doctorat en stratégie d'entreprise, en Ok. parallèle de mon expérience dans le conseil où en fait j'ai théorisé, une stratégie, d'un de mes clients quand je faisais du conseil et j'essaye un petit peu de reproduire ce que j'ai vécu dans cette expérience du conseil aujourd'hui dans mon entreprise, Cataneo, dans le secteur de l'immobilier où on a un fort volet, conseil. Ok. Trop intéressant. La question peut-être avant qu'on attaque sur Cataneo, comment on monte une société, comment on grossit, comment on trouve des clients, etc. Peut-être tu peux nous dire juste tes 30 acquisitions, tu les as fait 100% quand tu étais. En plus, on sait, c'est des métiers prenants hein, dans le conseil. En général, on connaît bien les petites réunions à 18 h le vendredi ou des choses comme ça. Est-ce que tu as tout acheté à ce moment-là ou alors après, quand tu as quitté, mais du coup, tu n'avais plus de CDI, comment ça s'est réparti un peu ces acquisitions dans le temps? Non, j'avais 4 investissements avant de me mettre à mon compte sous Cataneo. Heu, Ok.
Et donc, j'avais pas ma résidence principale, donc j'ai commencé à faire de l'investissement locatif, où je maîtrisais bien, de par mon métier, bah, tous les fichiers Excel, les aspects fiscaux, rentabilité, financement, etc. Je faisais des super prévisionnels. Et puis, en parallèle, j'ai bah, mon meilleur ami Alexandre, qui est aujourd'hui mon associé, qui lui est Ok. architecte de formation. Et en fait, il avait à peu près le même goût que moi pour l'immobilier, sauf que lui, il a acheté des appartements pourris, en très très mauvais état, et il les rénovait lui-même. En fait, on Ok. s'est aperçu à tous les deux qu'on maîtrisait vraiment 100% des compétences pour réussir un bon investissement immobilier. Et c'est que là, on a décidé, donc moi, après 4 investissements, et lui, je crois qu'il en avait fait à peu près pareil, de créer Cataneo. Et après, bah, une fois qu'on est entrepreneur, certes, on a les 2-3 premières années où c'est un peu compliqué avec les banques, mais si l'entreprise décolle, après, on va avoir quand même un super levier pour que ça devienne encore plus rapide et facilitant pour acquérir de l'immobilier avec des montages soit par société, voire même en nom propre, parce que si on s'en sort bien, on peut avoir des rémunérations qui augmentent. Donc moi, j'ai joué à peu près sur les deux tableaux, aussi bien en nom propre que par société d'ailleurs. Ok. Donc, Trop voilà. intéressant. Bah moi, mon associé avec qui j'ai pas mal d'immobilier, moi j'ai aussi fait de la comptabilité pendant 12 ans, tu vois. Donc Ouais. niveau doctorat, enfin d'études, 12 ans d'études. Bon, j'ai travaillé, hein, j'étais pas pendant 12 ans sur les bancs de la fac. Et puis après, mon associé, bah il est aussi plombier chauffagiste, tu vois. Connaissait les travaux et ça a fait aussi un bon mix. Ah, il est Donc pas comme quoi, complémentaire, c'est le même duo. yes, comme quoi ça a bien fonctionné. Ok, bah raconte-moi comment on lance un peu donc parce que je suppose que tu étais quand même relativement bien payé avec des bonnes perspectives de carrière dans ton ancien métier. Comment on se dit bon bah vas-y, on change du tout au tout. Est-ce que tu as fait un peu les deux activités en parallèle parce que c'est souvent la question que les gens ils se posent. Est-ce que voilà, on a des bonnes perspectives, est-ce que j'essaie de monter le truc à côté mais du coup ça va moins vite, on a moins d'énergie ou est-ce que du jour au lendemain tu t'es dit bon bah j'arrête et puis je me lance à fond Bah, avec mon associé. en fait, quand j'ai créé Cataneo, c'est le service que j'aurais aimé rencontrer à l'époque où j'étais dans le monde du conseil, parce qu'effectivement, je bossais 60 heures par semaine, je prenais 3 fois l'avion, donc j'avais pas du tout de temps. Mais alors, je le prenais quand même un peu le week-end pour faire mes investissements. Et donc, en fait, j'étais hyper convaincu de cette idée-là. Et Mmh. Alexandre aussi. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a vraiment tout lâché nos jobs. Donc, Alexandre, lui, pour l'anecdote, il a jamais été salarié. Moi, donc, j'avais effectivement mon doctorat et j'étais dans un cabinet de conseil, donc j'avais quand même des perspectives. Mais j'ai vraiment fait le choix de tout lâcher. J'ai négocié une rupture conventionnelle et du coup, j'ai eu ce qu'on appelle l'ACRE à l'époque. Donc, j'avais un maintien de mes droits à chômage pour m'aider à créer mon entreprise. Et donc, on a tout lâché. On est parti d'une page blanche. C'était en 2017. À cette époque-là, il y avait pas ou très peu d'entreprises qui proposaient le service clé en main comme on connaît aujourd'hui, qui s'est démocratisé quand même ces dernières années. Et donc, on est parti d'une page blanche. On savait même pas qu'il y avait des concurrents ou que l'activité Mmh. existait. Et donc, moi, je me suis vraiment dit, bah tiens, comment, si j'étais client, quel service j'aimerais avoir, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise pour me rassurer. Et donc, en fait, c'est en montrant les opérations qu'on a fait à titre personnel, Alexandre et moi, qu'on a pu avoir nos premiers clients. Et nos premiers clients, d'ailleurs, pour l'anecdote, c'était pas du tout des gens qu'on connaissait. On a mis des annonces de biens locatifs sur Internet et on chopait des leads comme ça en disant bah, est-ce qu'un service qui vous fait gagner du temps, qui vous sécurise, ça vous intéresserait? Et c'est comme cela qu'on a eu nos premiers clients. Et en fait, on a vraiment construit l'entreprise un petit peu chemin faisant à chaque étape, mais on n'avait pas vraiment tout prévu. De même qu'aujourd'hui, tu vois, on a une grosse clientèle de Français qui vivent pas forcément à Lyon, ou de non-résidents. Ben, en fait, quand on a créé l'entreprise, on n'avait pas du tout idée que notre service clé en Mmh. main allait attirer cette clientèle. Moi, je me suis dit, ben, on va avoir des consultants, des gens qui bossent beaucoup. Mais en fait, on se rend compte que ce service-là, il plaît à énormément de gens. Et donc, c'est assez marrant dans l'entrepreneuriat. Moi, j'aime bien le côté chemin faisant. C'est des opportunités, c'est des rencontres. Et puis, il faut savoir être agile et les saisir. Est-ce que ça rentre dans notre vision? Est-ce qu'on peut l'intégrer? S'adapter et donc si c'est le cas, on fonce et on y va et on évolue chaque année. Je pense que le risque, c'est de ne pas changer, et nous, ça Mmh. change, ça bouge tout le temps. Yes. Ouais, c'est ça, vous êtes sur un tu t'en rends pas compte au début, mais en fait, tu es sur le marché où les gens, ils peuvent emprunter. Tu as les expatriés qui ont des bons revenus et tu as, les personnes qui sont super occupées. Donc c'est sûr que ça fait quand même un bon marché de clients Ouais, et et parfois, on a même aussi des jeunes qui ont peur de se lancer, qui ont pas mmh, forcément des énormes revenus, mais qui ont besoin de sécurité, de se rassurer.
Et donc nous, c'est évident, on a fait plus de 700 projets, donc on maîtrise parfaitement notre marché, on a accès avec notre réseau à des opérations qu'un particulier lambda ne verrait pas, et donc on sait éviter tous les pièges. Et dans l'immobilier, il y en a quand même énormément des pièges. C'est pas juste un fichier Excel, malgré ce qu'on peut Yes. entendre. Yes, trop inté trop intéressant. OK, et du coup, comment tu grossis? Comment tu décides aussi peut-être avec ton associé de, à quelle vitesse ça va grossir? Tu vois? Là, aujourd'hui, vous êtes combien par exemple? C'est un réseau de combien de personnes? Combien vous avez de personnes qui cherchent les biens? Comment voilà, est-ce qu'il y en a un qui s'est dit: «Bah, vas-y, on va être le plus gros possible, on va aller dans toute la France»? Vous êtes spécialisé dans la région lyonnaise, c'est ça? Et c'est une région qui est pas mal diverse, hein, c'est ça qui est vraiment intéressant, je pense, Exactement. en termes de comment tu te dis: «Bon, bah, voilà», comment tu suis le même pace comme ça? Comment tu te dis: «OK, lui, on va au même endroit, on n'embauche pas»? Comment vous êtes un peu organisés? Alors, pour répondre à ta question, déjà aujourd'hui, on est une quarantaine de personnes, et on est organisé par pôle. On a un pôle investissement, un pôle rénovation, un pôle gestion locative et un pôle de vente. Donc c'est 4 pôles complémentaires qui permettent vraiment de fournir une solution clé en main et surtout internalisée. On fait vraiment, tout, au sein de notre entreprise. On passe pas par des partenaires, divers, ce qui fait qu'on a vraiment un engagement avec nos clients. Quand on vend une promesse, on vend l'investissement, on est là pour le tenir, faire la maintenance du bien, la revente, on accompagne tout de A à Z. Donc on a le même intérêt que nos clients, c'est que ça se passe vite, bien pendant longtemps. Pour répondre Et aussi c'est à vous qui faites les travaux alors? ouais, C'est bien sûr, tes employés qui font les travaux, exactement, de on a 3 architectes dans l'entreprise et une dizaine d'ouvriers du bâtiment, dans l'équipe, et puis, de la sous-traitance, pour moduler l'activité, selon la variabilité du volume d'affaires. mais c'est Heu, vous qui suivez du coup? Parce qu'en fait, ouais, c'est un peu ce qu'on a reproché à pas mal de sociétés de clés en main, c'était on te donne, un PDF en gros et puis avec un devis, mais en fait non, mais après on est oui. responsable de rien et puis, les retards c'est pas notre faute et puis les Non, nous, on s'engage et puis pour te dire, on a même dans nos conditions générales un engagement sur le prix et sur le délai. Donc, comme on maîtrise tout à 100, on peut le faire et même pour aller plus loin, mais pardon, on dérive par rapport à ta question initiale, mais nous, on a même 50 de nos honoraires immobiliers qu'on touche qu'à la fin des travaux. Pour te dire comme on mmh maîtrise, comme on a confiance dans notre process. Et maintenant pour répondre sur la région lyonnaise et notre développement, donc nous, en fait, effectivement, dans notre secteur, on peut acheter de 1 000 € du mètre carré à 10 000 € selon qu'on achète à Saint-Étienne ou, dans le Triangle d'Or à Lyon. ouais. Et donc en fait, C'est à nous peu on près la même qu'en France, enfin c'est la même diversité que tu peux avoir à l'échelle, française. Il y a pas beaucoup de biens à moins de 1 000 et il y en a pas beaucoup à plus que 10 carrément. 000 quoi, donc c'est un Et peu et en fait, c'est ça qu'on a trouvé hyper intéressant, c'est qu'on est capable de répondre à tous les objectifs et tous les budgets d'investissement dans notre secteur. Et moi, j'invite vraiment toutes les personnes qui veulent investir à raisonner en termes d'objectifs et de budget, de profil risque, et pas forcément mettre d'affect à dire je vais investir à côté de chez moi parce que je connais. Non, il faut se poser des questions rationnelles. Et donc nous, notre force, c'est vraiment qu'on sait répondre à tous les budgets, tous les profils, tous les objectifs. Et d'ailleurs, ça nous permet souvent de répondre à des clients qui ont un potentiel pour faire plusieurs projets en leur faisant un patrimoine avec un portefeuille immobilier diversifié et complémentaire. Par exemple, on fait souvent un T2 à Villefranche-sur-Saône, qui est une ville à 30 minutes de Lyon, où le prix de l'immobilier est à 2 000 € du mètre carré, et une colocation à Lyon 8e, pour avoir un petit peu plus de sécurité, on va dire, par la ville de Lyon, mais on a la rentabilité avec la coloc. Et donc, on a des clients avec qui on a fait 3, 4, 5, 6 projets, et donc on les aide à construire un patrimoine diversifié et complémentaire. Pour répondre à OK. ta question de comment on s'est développé, je dirais qu'on a vraiment fait le choix, avec Alexandre, on s'est réparti un peu les tâches naturellement selon Mmh. nos compétences. On va dire que moi, à la base, j'étais plus le commercial, le financier, et Alexandre, il faisait plus, on va dire, la production. Il cherchait les biens, le côté technique, et ensuite le côté gestion locative. Et puis, chemin faisant, la demande a augmenté. On a commencé à prendre, un stagiaire, un alternant, après, 1er CDI, et en fait, on s'est aperçu, que le volume de travail grossissait à peu près pareil sur tous les pôles. Le côté, investissement, aujourd'hui, on est 5 personnes, à conseiller et à chercher les biens. Alors 5 personnes, pardon, sur Lyon, mais on en a 3 sur Villefranche et un à Saint-Étienne, donc en fait, c'est 8. Mmh. Et après le pôle rénovation, pareil, qui a grandi petit à petit. Plus il y avait de projets immobiliers, plus il y a eu de chantiers à suivre. Donc, c'est ça aussi ce qui est génial, c'est qu'un projet immobilier, on sait qu'il va prendre
entre 6 mois à 1 an. Donc on a une vraie vision sur notre future charge de rénovation. Donc ça nous permet d'anticiper les recrutements à faire et notre charge de travail, l'organisation des chantiers. Et pareil pour la gestion locative, où une fois qu'on est en chantier, on sait que, à la suite, on va récupérer le bien à la location. Donc pareil, ça nous permet de nous organiser. Donc tu vois, ça c'est on va dire que chacun des pôles s'est développé petit à petit et la chance qu'on a eue, c'est que dans notre aventure entrepreneuriale, on a fait des super rencontres. En fait, aujourd'hui, on a associé des collaborateurs clés, qui sont, on va dire, des associés, juniors qui, développent leur pôle. Donc le pôle gestion, le pôle vente, le pôle rénovation et le pôle investissement. Et donc, ce sont un peu les garants de leur activité et les moteurs qui vont venir sécuriser. Et moi, c'est ça que je trouve assez génial, c'est que on a créé une entreprise, mais en fait, on a réussi à mutualiser les compétences de chacun au service de tous pour que l'entreprise se développe. OK, super intéressant. 1 point, du coup, c'est l'entrée des biens. Forcément, tu as dit, vous avez fait 700 opérations. Comment vous Est-ce que c'est ça le nerf c'est quoi le nerf de la guerre, tu vois? Est-ce que tu as un peu un marché de trouver des clients ou trouver des biens? C'est quoi le nerf de la guerre entre les 2? Selon les périodes, ça va pas être, lisse, c'est pas harmonieux. Mmh, Il y a des périodes où c'est compliqué de trouver des biens et d'autres périodes où c'est plus compliqué de trouver des clients. Donc et il y a des mois, tu vas pas savoir pourquoi, au mois de juillet, on rentre 20 mandats de recherche et on trouve, 30 biens et le mois de septembre, c'est l'inverse. Donc yes. parfois, ça s'explique pas vraiment non plus et je dirais que on n'est pas représentatif du marché immobilier national, même si on voit des tendances. On reste une petite entreprise de 40 personnes, donc on reste sur une petite échelle et donc je dirais que on a on n'a pas un effet direct avec l'actualité. On reste soumis OK, peut-être à nos actions commerciales, à nos voilà, c'est propre à notre entreprise, je pense. OK. Et du coup, comment tu t'assures, de du flux de biens, enfin, que vous pouvez faire rentrer? Est-ce que c'est chacun, parce qu'on a du mal à se représenter, voilà, moi j'ai des dizaines de lots, j'en ai pas fait des centaines, donc j'ai du mal à moi, en gros, à chaque fois, j'ai réitéré, ce que j'avais déjà fait, c'est-à-dire, aller sur le bon coin, contacter des agents avec qui j'ai déjà travaillé, et puis ensuite, rentrer un bien. Est-ce que vous, on sait par exemple que vous êtes «bon client» entre guillemets, on vous envoie des biens? Est-ce que, les 5 personnes plus les 3 là dont tu parlais, elles vont démarcher comme Non, un particulier non, qui pas du tout. chercherait? Voilà, Pas du comment tout. ça fonctionne un En peu? fait, ça, c'était au tout début, je dirais la première année. Mais en fait, tu Mmh, vois, la première année, on a dû faire, 30 projets, et donc les 30 premiers projets, forcément, tu noues des liens avec, les personnes qui représentent les vendeurs, et donc ça peut être, soit une agence immobilière, ça peut être des notaires, ça peut être des marchands de biens et donc en fait, plus tu en fais, plus tu as de réseau et mmh, donc c'est certain, nous, aujourd'hui, en une semaine, on doit, sans rien faire, dans notre boîte mail, on reçoit une cinquantaine d'opportunités avec plein d'infos. L'adresse, le prix, même la possibilité de négociation que nous donnent nos partenaires, tu vois? mmh. Et donc nous, on va en retenir, environ 5%, qu'on propose à nos clients parce que ça répond à leurs objectifs, c'est bien placé en termes de prix et ça fonctionne. Donc en fait, plus tu en fais, plus tu as de réseau, c'est naturel. Nous, aujourd'hui, 9 opérations sur 10 qu'on va faire n'est pas sur internet. C'est des choses qu'on a en avance. Pourquoi? Parce que nous, on travaille avec des mandats de recherche où nos clients, en fait, c'est des personnes qui sont prêtes à passer à l'action. On a validé leur financement, on a validé leur stratégie et donc moi, quand j'apporte un client qui va faire une offre, en fait, j'ai un taux de réussite pour que l'opération aille au bout qui est de 100. Mon client, il est prêt, à se faire accompagner par, une entreprise comme la mienne, donc son projet, il est sérieux et donc quand en face, j'ai un intermédiaire comme un notaire, un marchand de biens, une agence immobilière qui représente un vendeur, forcément, ils vont me mettre en avant, ils vont me privilégier parce que ils sont en confiance, ça va vite, le financement est sécurisé et ça leur permet de gagner du temps. Tout à l'heure, je parlais des marchands de biens, donc il y a pas d'intermédiaire, mais Ouais, c'est le nerf de la guerre de vendre vite, donc exactement, pouvoir, les marchands de biens, ils veulent aller très vite, donc nous, on est une aubaine pour les marchands de biens et donc mmh. pour te donner un chiffre aujourd'hui, tous les partenaires confondus, on en a plus de 300. Donc notre OK, scope, c'est plus de 300 professionnels de l'immobilier. OK.
Trop intéressant. Et ça, c'est peut-être un bon conseil qu'on peut donner, même si vous êtes tous les débutants, ils disent: «Ouais, on veut du off-market, on veut du off-market». Le off-market, tu l'as une fois que tu as fait des achats, donc ou alors tu contactes quelqu'un qui en a déjà fait plein. Et moi, quand je vois du Sinon off-market sur LinkedIn, ça me fait rigoler. En fait, c'est pas du tout du off-market, hein. yes, T'inquiète. Et OK, d'ailleurs, faut se méfier. Nous, par exemple, on a des logiciels professionnels qui permettent de comparer les opportunités qu'on nous envoie en off-market par rapport au marché. OK. Et ça, on le montre à nos clients d'ailleurs, parce qu'ils me disent: «Oui, et le marché, c'est quoi?» Et donc nous, on a nos outils qui nous permettent de comparer et on explique à nos clients: «Bah, voilà pourquoi c'est intéressant». Heu et Est-ce donc que ces outils, ils vont finalement jusqu'à, tu vois, parce qu'il y a des quartiers, mais il y a aussi des rues, des immeubles, des étages. Est-ce que, tu vois, ça va jusque-là? alors non, ça, c'est de l'interprétation et c'est le Yes. travail du professionnel de l'immobilier qui va dire, bah, selon l'état de l'immeuble, selon la configuration de l'appartement, selon son état et cetera, eh bien, on ajuste le prix et c'est quoi le vrai prix? Et donc ça, c'est un vrai travail de professionnel et l'intelligence artificielle, n'est pas encore au niveau de faire ce travail-là, hein. Yes, bah, surtout sur, les données qui sont pas publiques justement, on n'y est Complètement. pas on n'y est pas encore. OK, bah, super intéressant en tout cas de voir de ce point de vue. Et quand tu disais vous validez le financement, c'est est-ce que vous faites un v enfin, est-ce que vous faites une approche dans le sens, bon, bah, quels sont vos revenus? Quels sont vos voilà, où tu es quasi sûr que ça passe? Ou est-ce que vous faites une sorte de préfinancement? Vous avez un partenaire qui va valider ça? Comment ça se passe? Surtout, il y a aussi des non-résidents, je sais pas Effectivement, si vous les incluez là-dedans? c'est la deuxième option. En fait, dans notre façon de travailler, on fait un premier rendez-vous de découverte dans lequel moi je vais prendre le temps, enfin moi et les commerciaux, on va prendre le temps, de comprendre, la situation de l'investisseur, ses objectifs, ses futurs projets et donc ça va nous permettre de savoir, bah, quel est le produit d'investissement qui est adapté. Est-ce que c'est un studio, un T2, une coloc, un immeuble? À quel endroit? Avec quel montage fiscal? Donc on va vraiment faire notre conseil. Et après qu'on a fait ce conseil-là, on va faire prévalider le financement par un professionnel du financement. Donc soit ça peut être un courtier partenaire, soit ça peut être des banques partenaires, notamment pour les non-résidents, on travaille en direct avec des banques, ou selon certains profils qui sont tout fléchés vers certaines banques. Donc nous, on a ce réseau-là, OK, à disposition de nos clients. On va donner aux professionnels du financement les chiffres de la potentielle opération et ensuite, ça va être validé par le professionnel du financement et seulement après, on signe un mandat. Et donc, c'est ça qui nous permet depuis 2017, pour te dire, on a fait 700 projets, on en a eu 2 qui n'ont pas été au bout. OK, Donc, taux de défaut qui est extrêmement faible. trop bien. C'est c'est intéressant de voir, tu as des tout petits investisseurs, bah, moi je dirais que je suis moyen, enfin moyen, après tout est relatif, quand en dizaines de lots et après comment tout le process il peut, vraiment presque s'industrialiser quoi ou en tout cas vraiment, se professionnaliser dans tous les aspects. Moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est une recette. Parce que la recette, on l'a fait plein de fois et on l'a améliorée avec le temps Mmh. pour que ce soit fluide, efficace, en un minimum de temps, avoir un maximum de résultats. Et d'ailleurs, tu vois, souvent, j'ai des clients qui me disent, «Ah, est-ce que je peux prendre mon notaire? Est-ce que je peux prendre mon banquier?» Donc je leur dis: «Bah, oui, sur le papier, vous pouvez, mais attention, moi, je connais la recette qui fonctionne. Si vous changez un ingrédient, je peux plus être garant du résultat». OK, ouais. Notamment des délais du notaire ou des choses comme ça. Bon, Yes. Et tu peux nous dire un peu des anecdotes, justement en 700 lots, qu'est-ce qui il a dû t'arriver pas mal de choses. Qu'est-ce qui a pu arriver sur soit les ouais, clients, soit les biens, soit je les peux vendeurs? t'en donner 2-3. Bah, une anecdote rigolote, notre premier chantier de rénovation, je me souviens, il y avait un crépi goutte d'eau, historiquement sur l'appartement et donc bah, nous, on avait recruté notre premier plaquiste peintre, donc c'était, fallait faire un gros travail, pour, poncer, ratisser, enduire pour que le crépi soit tout nickel et qu'on fasse un crépi lisse et pour l'anecdote rigolote, le premier locataire de cet appartement était aveugle. Non. Quelqu'un qu'on avait rencontré dans l'immeuble qui avait suivi les travaux, qui m'a dit: «Ah, j'aimerais bien déménager, juste à côté» et ça allait tout bien. Donc on avait mis son dossier de côté, donc on avait, pris énormément de temps à faire ce chantier où ça avait été un peu galère parce qu'on apprenait, hein, c'était en 2017, Mmh. c'était notre premier chantier. Bon, donc il y avait ce petit côté, voilà, on va dire anecdotique. Finition. L'autre anecdote assez rigolote, on fait acheter un appartement à un client avec un garage et on connaissait super bien l'agent immobilier. On avait fait 7-8 opérations avec lui et on arrive, pour la visite de conformité, donc juste avant, la signature
chez le notaire, l'acte de vente définitif. On visite et en fait, il avait oublié les clés du garage. Donc on se dit bon, est-ce qu'il s'appelait Arnaud? Arnaud, est-ce que le garage est vide? C'est bon, il y a pas de souci. Tu me confirmes, tu l'as visité? Oui, 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 oui. Bon, donc nous on lui fait confiance parce qu'on a fait pas mal de projets. Évidemment, on signe, on récupère les clés et là on arrive pour commencer le chantier. Donc on veut utiliser le garage et là qu'est-ce qu'on voit dans le garage? Une vieille voiture. C'est une vieille R5 avec les vitres toutes pétées. Et en fait, le problème qu'on a eu, c'est que c'était un garage très très euh, étroit. ouais, très étroit, et donc il fallait évacuer la voiture parce que personne n'avait connaissance de cette voiture. Le vendeur savait même pas qu'il y avait ça dedans. C'était dans le cadre d'une succession. Enfin bref. Et donc c'est notre partenaire agent de l'époque qui a contacté des Roumains qui sont venus porter la voiture et qui l'ont balayée dans la rue. Punaise. Et pour l'anecdote, notre client lui a dit, mais seulement une fois que c'était C'était résolu. réglé, Par yes. contre, voilà. Ça, Après, c'est un bon conseil, les garages. Moi, j'ai déjà reporté une signature parce qu'il y avait un problème sur un toujours, garage. depuis cette anecdote, on revisite toujours. Et si jamais on nous dit non, la cave, t'inquiète pas, c'est bon, ou le garage, c'est bon. Non, non, non. Moi, je veux voir. Mm. Tu vérifies tout, dégâts des eaux, qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est bien évacué. Et la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, ça nous a servi de leçon. On a appris. Yes. Après, autre anecdote, ça nous est arrivé d'avoir un effondrement de plancher en plein chantier. Donc on a un de nos ouvriers, il est passé à l'étage du dessous, quoi. Punaise. Donc Pour ça qu'il faut déclarer vos artisans, hein. Ça, voilà, donc quand ça t'arrive, sur le coup, bon déjà, est-ce que tout le monde va bien? voilà. Et puis, forcément après, c'était vendu par un marchand de biens. Donc, forcément là, justement la force, de Cataneo, c'est que le marchand de biens, on le connaissait. Il a pris à ses charges tous les frais de maçonnerie. On a contacté le syndic, donc on connaissait toutes les démarches à faire. Et le marchand de biens, il a tout de suite dit: «De toute façon, si tu prends pas en charge, c'est ta responsabilité professionnelle, Mm. parce que tu as fait des travaux, qui concernaient le sol, donc tu dois, livrer un appartement sain et conforme à son usage». Et là, c'était pas le cas. Et donc forcément, il a réagi et le sujet, en une semaine, il était résolu, tout à la charge du vendeur. Et notre client, en fait, forcément, il a été informé, mais en fait, il y a eu aucun impact sur son projet, donc on a su être agile et réagir. Donc voilà, Yes. quelques anecdotes. Voilà. Après, on a des anecdotes moins drôles, mais je pourrais t'en dire plein, hein, surtout sur le côté gestion locative. On a eu malheureusement des tentatives de suicide. On a eu des décès dans des appartements, où c'est les voisins qui nous appellent à cause de l'odeur. On a eu ça c'est plus rigolo, un colocataire qui était coincé sur le balcon et ses colocataires ne voulaient pas Le venir lui laisser ouvrir, rentrer. donc il nous a appelés pour qu'on vienne lui ouvrir sur le balcon. Bon, Ouais. Après, c'est ça, c'est des événements de vie quand t'as du coup, vous avez des centaines de lots en gestion, je suppose, vu que vous faites de la. on a atteint les 1000 lots sur la région lyonnaise, et avec Saint-Étienne, Villefranche-Mâcon, ils en ont 200, donc on est à 1200 lots en gestion. Donc effectivement, ça fait C'est 1200 appartements à gérer, donc tu te doutes bien qu'il se passe des choses dans les des appartements. potentialités de Mmh. incroyables. Ouais, ouais. Et combien vous êtes de personnes? Ça, c'est intéressant de voir combien de temps ça prend à temps plein. Enfin, combien de temps plein? Moi, j'ai en tête 200, 300 lots par gestionnaire. Est-ce que c'est ça à peu près? Alors, ça dépend de l'organisation que tu as, parce que parfois tu as des services location, des services gestion, des services comptables, et en fait, il y a pas vraiment d'organisation similaire chez tous les administrateurs de biens. Mais moi, pour te donner un chiffre, pour 1200 lots, donc on a 7 personnes à Lyon et il y a 8 personnes au total. Tout confondu, location, gestion, compta. 8 personnes pour 1200 lots. Mmh. Yes. Donc ça montre bien quand même le temps que ça prend. Ah oui, Voilà. oui, oui. Si. Et après, ça va aussi dépendre des caractéristiques des lots, parce que selon l'état du parc locatif, est-ce qu'il est récent? Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux à gérer s'il est plus ancien? Est-ce que tu fais du meublé? Est-ce que tu fais de la location nue? Tu vois, si tu fais que de la location nue et que tout est neuf, bah, tu peux avoir beaucoup plus de lots, c'est plus Mmh. facile à gérer. Il y a beaucoup Donc moins de ça va choses à vraiment. faire, ouais. Ouais. Et en fait, je voulais aussi rebondir tout à l'heure, tu disais, qu'on a un peu industrialisé la recette. J'aime pas trop cette terminologie-là, pour OK, être honnête, parce que je trouve que ça enlève le côté humain. Donc OK.
moi, dans l'immobilier, on a un vrai volet humain qui est essentiel. On a de la proximité avec tous nos clients parce que mine de rien, quand tu accompagnes quelqu'un qui va investir 100, 200, 300, 400 000 euros, bah, en fait, il te fait confiance. Bien Donc, sûr. vraiment de l'humain et donc on n'est pas, tu vois, sur un achat industriel. Non, Oui, oui. Mais c'est pas mais des produits standardisés non plus, ouais. voilà, Mmh. on met quelque part son avenir en jeu, on n'a pas le droit de se tromper et donc pour nous, cette question de proximité client et d'engagement dans la promesse, elle est essentielle et d'ailleurs, moi, je dis toujours à nos équipes, quand on préconise, une solution ou quelque chose à un de nos clients, en fait, ce qu'on préconise, c'est qu'est-ce que l'on ferait si on était à sa place? Sauf que nous, on a le savoir, on a la compétence, mais le client ne l'a pas. Donc c'est à nous. Yes, yes. OK, trop intéressant. Effectivement, mais après ce que je trouve intéressant, c'était plutôt les justement ce qu'on voit pas ou alors un peu les démarches qui prennent toujours du temps, hein, clairement, le Et j'entends financement. j'entends complètement le terme industrialisé, ce que tu entends derrière. Nous, par exemple, on a un check-up sur les visites de conformité, sur le démarrage des travaux, au milieu de travaux, en livraison. Donc, on a des process qui font 3 pages pour tout vérifier. Pareil, sur une promesse de vente, sur un diagnostic technique global, sur un dépôt, il y a des choses qu'on vérifie, sur le règlement de copro, sur les PV d'AG. On sait ce qu'il faut regarder parce qu'on l'a Mmh. fait 100 fois. Donc, on a mis en place des process et donc, effectivement, ça peut avoir un côté Yes, de personnalisation, ouais. Tout à fait. OK, Et d'abord le côté, approche humaine, bien et sûr, donc on essaye de mixer les 2, on va dire. yes. Puis on s'en rappelle toujours, la magie de l'immobilier, c'est le levier, mais le levier il marche dans les 2 sens, donc vaut mieux pas se tromper, hein. Il marche vers le haut et vers le bas. OK, écoute, peut-être tu pourrais nous dire, je t'avais pas prévenu, mais justement, enfin, peut-être, tu vois, les typologies de clients, si tu as un client, c'était plutôt quelque chose, tu vois, tu en as un peu parlé avec, Mixec Coloc, T2 à Villefranche. C'est quoi les personnes qui viennent, ça va être, autant les petits investisseurs, ils veulent leur premier projet. Bon, bah, là, on voit bien en fonction de leur budget et tout. Mais est-ce que, par exemple, tu as des gens, je sais pas, qui ont vendu une société, tu vois, qui ont un arrivage d'argent ou de fonds, un héritage ou des choses comme ça? Comment est-ce que ça t'est déjà arrivé et comment tu gérerais un peu quelqu'un qui vient et te dit, tu vois, moi, ça m'est arrivé très récemment, en fait, c'est quelqu'un, il m'a dit: «OK, j'ai 500 000 €, je veux investir, faire du levier et tout, comment je fais?» En gros, il m'a dit ça, Bon, hem et ça je peux 500 te 000, c'était les fonds propres, tu vois? Alors, bon, après, du coup, ouais, comment, ce matin, 1er rendez-vous avec un avocat parisien, c'est exactement ça. Lui, il avait 800 000 € d'épargne. Il me dit: «J'ai déjà un peu d'immobilier, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous me proposez?» En fait, il y a pas une réponse standard. La bien réponse sûr, ouais. bête, mais c'est quoi ton profil? Si jamais tu as un souci, comment tu réagis? Si jamais c'est pas loué, si jamais tu as un problème sur l'immeuble, si jamais tu as un impayé, est-ce que tu es en méga stress ou est-ce que tu es capable d'assumer ce risque? Si jamais tu as besoin de récupérer les fonds, en combien de temps? Et puis pourquoi tu veux investir? Est-ce que c'est pour, une vision à long terme, quelque chose qui se valorise, que tu transmets à tes enfants? Ou alors tu veux plus, un truc avec du rendement immédiat, mais moins de prise de valeur, donc moins d'efforts d'épargne? En fait, il y a des questions financières et donc il y a pas un truc automatique. Là, je te donne évidemment le cas du très gros profil client. C'est marrant, je l'ai eu ce matin. Mais Mmh, après, j'ai énormément de jeunes de 26 ans. Ils viennent d'être diplômés, bac+5. Ils savent qu'ils ne vont pas acheter leur résidence principale avant 5, 6 ans et donc pour eux, c'est hyper judicieux de commencer à faire un premier locatif, faire du levier, prêt sur 25 ans et commencer à capitaliser tout de suite et plus vite on investit, plus vite, on capitalise et on gagne de l'argent. Donc nous, on va vraiment apporter du conseil et prendre le temps de découvrir le projet du client pour lui apporter justement, l'investissement idéal, c'est quoi pour lui? Et donc on n'a pas une approche catalogue. Moi, je propose jamais un bien tout de suite. Non, d'abord, on prend le temps. C'est quoi tes objectifs? C'est quoi ton profil de risque? C'est quoi tes éléments financiers? Tes futurs projets? Ça, c'est un truc qui est essentiel. Pour moi, le bon projet, c'est celui qui te permet de faire le prochain. Si dans 10 yes. ans, tu vas faire ta résidence principale, bah, tu as intérêt à bien dimensionner ton investissement locatif. Et d'ailleurs, si ta résidence principale, elle est sous moins d'un an, souvent, je vais dire, bah, faites d'abord la résidence principale, vous faire vraiment ce que vous voulez et revenez me voir dans un an. Mais moi, ça serait terrible qu'on investisse et un an plus tard, vous revenez me voir en me disant, bah, en fait, je peux pas acheter l'appart ou la maison que je voulais, donc je revends. Au final, au bout d'un an, tu as perdu de l'argent. Mmh, Donc, ça, il faut vraiment bien le mesurer. Donc, désolé, yes. je réponds pas tout à fait à ta question, mais Non, non, parce mais que c'est exactement, c'est le genre de réponse qu'on a. C'est est-ce que, voilà, est-ce que tu veux quelque chose qui fasse de l'argent tout de suite? Est-ce que
toi, tu dois continuer dans ton métier? Est-ce que tu veux changer de métier, changer de voie? Voilà, c'est des vraies questions à se poser. Et aussi, est-ce que t'aimes ça? Il y a aussi des gens, c'est aussi ça, hein, faut le dire aussi, l'immobilier, c'est pas fait pour tout le monde, hein, donc c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu peux encaisser, 10 lots, enfin la gestion de 10 lots, même si c'est délégué, il y a quand même, il se passe quand même des choses, yes. OK, peut-être tu peux nous dire, c'est parce qu'on n'a pas toujours cette vision, vous, depuis 2017, est-ce qu'il y a des, je suppose que oui, il y a des biens que vous avez vendus? Est-ce que, hem pareil, tu vas pas avoir de réponse idéale, mais, tu vois, est-ce que souvent on parle de, par exemple, de 7 ans, ça peut être intéressant de faire tourner un peu les biens. Qu'est-ce que tu en penses un peu de, tu vois, des justement en fonction peut-être des Ouais, très bonne opportunités de question. chacun, mais Déjà, je voilà, pense que et combien de temps, enfin voilà, est-ce que c'est intéressant de faire tourner les biens, de les revendre et tout ça? moi, je pense que déjà, quand tu investis, il faut te dire que le bien, tu vas le garder au moins 5 ans. Au moins. Parce que je dirais que 5 ans, c'est le temps où les loyers t'ont permis, d'amortir les frais de notaire, les frais d'agence, les intérêts bancaires et les charges d'exploitation. Et donc, on va dire que si tu devais revendre, en général, hein, c'est une moyenne assez large, c'est le délai où tu commences à gagner de l'argent, où tu en auras pas perdu en tout cas. Donc déjà, si tu investis, tu sais que tu gardes au moins 5 ans. Et ensuite, sur l'arbitrage, de la revente, moi, le schéma classique que je vais donner, c'est plutôt de dire, bah, tu revends le jour où tu as de l'impôt qui arrive sur le bien. Parce que plus tu gardes longtemps, plus tu as capitalisé, plus tu as amorti et rentabilisé l'opération. Donc moi, l'horizon de temps, c'est au moment où la fiscalité arrive. On fait souvent du meublé pour nos clients. En région lyonnaise, tu peux viser entre 15 à 23, 25 ans sans fiscalité sur les projets. Ça dépend de la rentabilité de l'opération, de son montage bancaire, hein. Donc moi, je pense que l'arbitrage de revente, 7 ans, ça reste trop léger. J'ai plus Yes, une vision à 15-20 ans. OK, intéressant. Après un aspect qui est essentiel, c'est aussi, ta situation personnelle. Est-ce que tu as besoin Ouais, de fonds et est-ce que le tu as bien, d'autres il a pris de projets, la valeur? c'est sûr. Est-ce que C'est tu as sûr d'autres que projets? C'est sûr que si, dans 10 ans, tu vois, bah, ça me fait penser à un de nos clients, d'ailleurs, ça aussi, c'est une anecdote. On lui avait fait 2 colocs, 2017-2018, c'était un de nos premiers clients. Lui, en 2021, il nous contacte parce qu'il voulait acheter sa résidence principale. Il avait besoin de fonds pour, s'acheter la maison qu'il voulait, dans l'ouest lyonnais, dans un beau, une belle banlieue lyonnaise donc il a dû revendre ses 2 biens et en fait, en 2018 et 2021, l'immobilier a explosé donc lui, en fait, en 4 ans, il a vraiment fait une belle prise de valeur et pour l'anecdote, c'est, mon associé qui a acheté, un de ses apparts et l'autre appart, c'est moi qui l'ai acheté. Donc ah bah, voilà, la boucle est bouclée. Yes. OK, bah, peut-être tu peux nous parler justement, ça va faire une bonne, transition vers le marché, lyonnais et un peu les différentes villes, les différentes composantes. Comment, bah, quels sont les avantages, un peu les inconvénients des différents secteurs? oui, donc déjà, ce qu'il faut savoir à Lyon, c'est qu'on est la première ville de France en termes de tension locative, devant Paris. OK, C'est la source Locservice. yes. Un type d'annonce, donc ça mesure la tension, combien tu as de locataires en recherche par logement, disponible à la location. Donc déjà, ce qui est super, c'est quand tu investis en région lyonnaise, bah, tu sais que tu as quasiment, une sécurité avec un remplissage à 100. Il y a un gros impact, ça va être ton montage fiscal. Si tu fais du meublé, forcément, tu t'adresses à des étudiants ou des jeunes. Donc il faut vraiment choisir le secteur par rapport à ton montage fiscal. Faut que ce soit adapté pour que ce soit loué. Donc nous, à Lyon, c'est une ville où il y a forcément, comme dans la plupart des grandes villes, des universités, des entreprises, donc ça attire et donc c'est un marché qui est super pour cela et donc selon la typologie, de l'investissement qui répond aux objectifs du client, studio T2 coloc immeuble, eh bien on va aller à différents endroits et selon son profil de risque aussi. Il y a des zones qui sont très prudentes, très sécuritaires, l'hypercentre de Lyon, avec les Mais beaux plus immeubles cher, qui sont forcément. super, donc tu as beaucoup de sécurité. Et puis tu as des secteurs qui sont plus populaires quand tu arrives sur les derniers arrêts de métro, où, là, tu es plus sur des immeubles des années, 60-70. Les immeubles sont moins sympas, mais tu loues aussi facilement parce que tu as les transports en commun, et tu vas acheter à 2005 du mètre. Et là, tu as plus de rentabilité, mais tu vas pas avoir les mêmes locataires, pas la même demande et donc on va l'adapter. Lyon, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vraiment une effervescence économique
urbaine, on a plein de projets, on a des entreprises qui s'installent. On est un secteur où il y a énormément de création d'entreprises, donc c'est un secteur qui attire. Et quand je dis Lyon, c'est la région lyonnaise, hein, bien sûr. Mmh. Et puis à côté de ça, on a aussi fait le choix d'ouvrir, à Saint-Étienne, où là, tu vas acheter, donc tout à l'heure on disait 1 000-1 500 du mètre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, d'ici 2035, à Saint-Étienne, on prévoit plus de 20 000 étudiants grâce à la création d'écoles. Donc on va vraiment avoir une demande dans les prochaines années sur tout ce qui est, studio étudiant. Donc c'est assez judicieux. Par contre, c'est un secteur qui ne se valorise pas historiquement. Et donc, quand tu achètes là-bas, tu te dis que tu vas garder longtemps et que tu ne vas pas revendre. Ça doit être adapté à ta situation. Et tu sais que si tu investis là-bas, les fonds que tu as mobilisés, faut te dire que tu comptes pas dessus. OK, mais tu as plus de rentabilité. Exactement. Donc, tu vois, on est sur un secteur qui permet vraiment de répondre à plein d'objectifs et avec quand même pas mal de sécurité. OK, et peut-être On va parler tu aurais d'évolution. On vas-y? intervient aussi sur ce qui est Villefranche-Mâcon, donc c'est des villes de taille intermédiaire et c'est un peu l'entre-deux par rapport à Lyon et Saint-Étienne, où tu vas avoir un équilibre entre la sécurité et la rentabilité. Pour, l'anecdote, Ouais. le Beaujolais, c'est le 3e fleuve, à Lyon après le Rhône et la Saône. Yes. OK, bah, oui, bah, on connaît des investisseurs à Mâcon et dans ce coin-là, donc ouais, c'est vrai que c'est vraiment intéressant de pouvoir, bah, mixer comme ça à la fois les stratégies et en très peu de distance. Tu as des gens, je pense, ceux qui sont dans l'ouest de la France, par exemple, ils n'ont pas accès à toute cette diversité de prix, d'opportunités. Donc yes, peut-être tu peux nous faire un petit point sur les DPE? Je pense que ça a été un gros sujet. J'ai l'impression qu'il s'est un peu «calmé», enfin entre guillem enfin, il y a moins les faits en tout cas, alerte rouge, partout. Comment vous en êtes tenu compte peut-être dans les projets d'achat? Heu, je suppose que dans les rénos, vous êtes imposé des lettres minimales à atteindre. Qu'est-ce qui a bien marché pour améliorer les lettres? Est-ce que tu peux nous faire un petit point là-dessus? Déjà, quand on a eu la loi climat avec le calendrier prévisionnel, des, contraintes qu'on allait donner, et bien, donc avec les interdictions de location à venir, 2025 G, 2028 F, 2034 E et cetera. Tout le monde s'est dit: «Ce calendrier, il ne OK. tiendra pas». Et donc preuve en est, puisque au mois de juillet, on a, un décret qui revoit la méthode de calcul du DPE, où tous les logements qui, sont, à énergie électrique vont avoir un taux d'amélioration sur le calcul, et donc ça devrait faire d'augmenter d'1 à 2 notes tous les logements à l'électricité. Et donc, forcément, ce calendrier, il bouge et la réforme, elle bouge parce qu'elle était trop dure. Les méthodologies de calcul d'ailleurs ont déjà été revues 3 fois depuis la loi climat sur le DPE. Voilà, nous, quoi qu'il en soit, c'est un vrai sujet d'actualité. C'est la raison pour laquelle nous, déjà, on est RGE, on est reconnu garant de l'environnement, et dans tous les projets qu'on propose à nos clients, on garantit, avant de signer chez le compromis chez le notaire, on garantit quelle sera la future note énergétique après travaux. Comment on le fait? On va en fait sur place lors de la visite technique pour faire le devis, on y va avec un diagnostiqueur qui nous dit: «Bah, voilà les caractéristiques qu'il faut prévoir dans le chantier de rénovation pour atteindre la lettre au moins de D». Donc dans l'ancien, quand on est sur du D, c'est très bien. On peut parfois arriver sur du C, mais ça dépend aussi de l'immeuble et donc parfois, bah, on peut pas démolir l'immeuble, Mmh. pas mettre des pompes à chaleur, comme on veut non plus. Donc déjà dans l'ancien, quand on est sur du C ou du D, c'est très bien et donc c'est, la note à viser quand on investit dans de l'ancien. Yes, et tu peux nous dire un peu les rénaux qui marchent bien en termes de coût, efficacité? Ouais, parfois il y a des petits hacks qui coûtent pas très cher, la VMC, les radiateurs, le cumulus, on n'est pas obligé de changer les fenêtres et de faire une isolation par l'intérieur. On va déjà regarder ces aspects-là. Hem, Parfois, on évite quand même les rez-de-chaussée ou les derniers étages parce que en fait, comme on n'est pas en étage intermédiaire, on n'est pas chauffé soit par le bas, soit par le haut, on n'est pas isolé et donc ça vient, négativement impacter le DPE. Donc vraiment, le conseil, c'est plus de faire de l'étage intermédiaire avec le moins de murs froids possible. Donc l'idéal, c'est de pas avoir de pignon et d'être, chauffé en haut, en bas et sur les côtés. Là, Yes, le un bon DPE. yes.
C'est là qu'on voit qu'il y a quand même des limites à l'exercice parce que bon, dans un immeuble, tu vas forcément avoir un rez-de-chaussée et un dernier étage, mais là, au moins, ce sera pas à toi de t'en occuper. Mais d'un point de Après, vue, parfois, tu as des toitures qui sont isolées sur les immeubles plus récents, mais dans mmh, l'ancien, c'est le cas. OK. Hem et qu'est-ce que tu peux nous dire justement peut-être, tu vois, on a parlé des, tu disais avec votre logiciel, vous pouvez comparer entre les flux entrants de biens et les prix au mètre carré. Est-ce que en dehors de peut-être du prix que tu vas payer, il y a des critères qui font que c'est un bon investissement ou non? Justement, bah, là, par exemple, on peut rajouter le critère dernier étage ou rez-de-chaussée. Est-ce que, par exemple, le type de bien par rapport à l'endroit, l'immeuble, les transports, la rue. Est-ce que voilà, comment, vous, du coup, je suppose, vous connaissez quasiment toutes les rues au moins de Lyon? Bien sûr, et Si d'une c'est rue à l'autre, en fait, les prix peuvent vraiment varier parce que, bah, t'as des commerces ou t'as des antécédents. Typiquement à Lyon, en plein centre, on a, un quartier qui s'appelle la Guillotière, où, c'est assez connu, où il y a du trafic et cetera. Donc même si tu en plein centre de Lyon, tu à 3 minutes à pied des plus belles adresses, eh bien, tu as 3 rues, rue de Marseille, rue Paul Bert, que tu évites. OK, Parce que, on sait que, bah, tu vas avoir du mal à louer parce que, comme je disais, il y a du trafic ou alors si tu loues, tu vas avoir beaucoup de turnover. Donc ça, c'est des choses, à regarder. Mais surtout, nous, ce qu'on aime bien regarder, c'est les futurs projets qui vont arriver dans le quartier. Donc à OK, Lyon, par exemple, on a, des futurs trams qui sont en construction, des futures lignes. On a des quartiers entiers qui vont être rénovés avec l'installation d'entreprises, et donc on a quand même une visibilité jusqu'à 2030 sur tous les projets urbains qui vont arriver. Et donc moi, je dis toujours, quand on investit dans l'immobilier, en fait, on a 3 questions à se poser. Est-ce que j'achète bien aujourd'hui par rapport au marché? Donc c'est là où tu regardes ton prix au mètre carré, heu, et pas à 3 rues près, tu le regardes dans ta rue et à 2-3 numéros près. Est-ce que je vais bien louer? Donc tu regardes la demande locative, à combien tu loues et combien tu as de candidats locataires en 48 heures. Et donc là, le troisième paramètre, c'est ce que je viens de dire, c'est si j'ai besoin de revendre, est-ce que je vais bien revendre? En combien de temps? Est-ce que j'ai des perspectives de prise de valeur? Est-ce que j'ai de la tension à la demande? Et en fait, il faut vous dire que le futur acheteur, en fait, il y a de grandes chances qu'il soit dans la même situation que vous au moment où vous avez acheté. Souvent, c'est c'est ça. son acheteur ressemble à nous quand on a acheté. Alors parfois, c'est pas toujours le cas. Autant sur le studio, c'est le cas, mais sur les T2 ou les colocs, on peut revendre quand on est investisseur à des personnes qui feraient de la résidence principale, un jeune actif ou une famille. Donc sur T2 ou la coloc, c'est pour ça aussi que c'est important de ne pas dénaturer l'appartement lorsqu'on fait les travaux, pour le laisser bien configuré pour de la résidence principale demain si on le revend. Exemple, concret, il y a certains acteurs, dans l'immobilier qui, quand on fait un investissement en colocation, vont préconiser de faire une salle de bain par chambre. Eh bien, moi, ça, je le déconseille très fortement parce que ça augmente le coût des travaux. L'impact sur le loyer, il reste assez faible. Surtout quand on Donc, compare le moi, coût d'une salle de bain qui est la pièce la plus chère, exactement. Puis de surtout, loin. on va mettre en plateau pour retirer tous les réseaux, les évacs, etc. Mmh. Donc, c'est vraiment une blinde en travaux. Et le jour où tu revends, bah, en fait, tu peux plus revendre en résidence principale. En l'état, parce que si tu as un appart de 4 avec 4 salles de bain, pour une famille, tout le monde va dire: «Mais c'est de la perte de place, ça va pas, c'est n'importe quoi». Mmh. Donc tu vas revendre à un autre investisseur qui va vouloir avoir un rendement et donc ça sera le même rendement que toi que tu as acheté quand, tu as fait tes calculs, initialement, donc tu auras pas de prise de valeur. Donc Yes. voilà, nous on préfère, ne pas dénaturer l'appartement et le laisser dans la configuration initiale, que ce soit revendable aussi bien, à un investisseur ou à une famille. Trop intéressant et ça, c'est vraiment une bonne question qu'il faut se poser et c'est pareil, je pense, enfin moi en tout cas, s'il y a un problème, on va dire, dans les entourages, typiquement, si les avions ils passent au-dessus, les trains, si tu en face d'une pompe d'essence ou quoi, parfois tu peux te dire: «Non mais ça m'embête pas», mais en fait le jour où tu revendras, ça t'embêtera. C'est comme si tu achètes une voiture orange, peut-être tu peux dire: «Ouais, moi ça me va très bien», mais le jour où tu voudrais la revendre et ben, Tu auras forcément moins d'acheteurs parce que tout le monde n'achète pas une voiture orange. voilà. Donc je pense que c'est, C'est pour très, ça très qu'il faut penser revente dès l'achat. Quels sont les et projets et qui sera donc les projets, et la liquidité pour la prise de valeur et la facilité de revente et bah, qui sera mon futur acheteur? Parce qu'il faudra que mon projet d'aujourd'hui puisse se revendre,
demain acquis. Trop bien. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, non? De tout ce qui est possible de faire. Peut-être on peut, c'est quand même la question que je vais poser aussi, vu que toi, bah, t'es aussi là dans ton rôle de fondateur de Cataneo. Comment vous payez, tout simplement? Parce que Ouais. c'est quoi le business model, en fait, de la société? Alors nous, on a un fonctionnement au forfait selon le type d'investissement qu'on fait faire à nos clients et l'endroit. Donc un studio, c'est un certain prix, un T2, c'est un certain prix, et le collègue, c'est un certain prix. Et donc c'est un forfait qui est fixe. Donc dès le début, c'est très transparent, c'est sain. Nos clients savent combien va coûter notre prestation pour les accompagner du début à la fin, le conseil, la recherche, la sécurisation, la gestion des travaux et la mise en loc. La grosse force, c'est que ces honoraires-là, on peut les emprunter et Mmh. fiscalement, on peut aussi les déduire. Ça peut être passé soit en charge, soit en amortissement. Et donc, en général, on arrive en plus à récupérer au moins 50 de nos honoraires dans les négociations qu'on fait pour nos clients. Donc, au final, on n'est pas un coût. Ce qui compte, c'est pas combien ça coûte, mais combien ça rapporte. Et je peux t'assurer que il y a aucun de nos clients. On n'est pas challengé sur nos honoraires parce que on délivre quand même beaucoup de valeur ajoutée. Et Et puis c'est c'est vrai à que au résultat. exactement. Et c'est vrai que le système au pourcentage, comme il y a beaucoup dans l'immobilier, moi, je le trouve pas forcément, sain quand on travaille avec un mandat de recherche. Parce qu'en fait, si j'étais au pourcentage, bah, j'irais moins négocier pour Mais mes bien clients. sûr. J'irais à Et l'encontre des intérêts de mon client. Donc au moins, moi, ce que je vends, c'est, ma prestation, mon conseil, c'est ma gestion du temps et puis après, c'est moi qui gère, le projet de mon client avec, je calcule mes coûts, mon organisation et pour mon client, c'est sain et transparent. yes, effectivement, les pourcentages, c'est pareil pour les agents immobiliers. Je suis toujours étonné parce que, bah, tu vois, tu l'as dit à Saint-Étienne, les prix sont à 1 000 € le mètre carré et c'est beaucoup plus simple de vendre un appartement au plein centre de Lyon, qu'un appartement peut-être à 90 000 € à Saint-Étienne et pourtant les commissions, enfin voilà, en termes de travail, c'est plus dur. Pourtant les commissions, souvent, elles sont indexées sur les prix. Alors les taux, ils ont tendance à baisser en fonction des prix, mais quand même, je suis toujours épaté de ce système qui a pas trop de sens, en fait, hein. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et c'est important, je pense, de trouver une formule qui aligne les intérêts entre le professionnel et le particulier. C'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas. Trop bien. Du coup, si on veut te retrouver, si on veut, vous retrouver, Cataneo, je mettrai le lien, bien sûr, dans la description, .fr. .fr, très facile. Ça marche, Génial. bah, ça m'a fait trop plaisir. Merci Merci beaucoup, Pierre et Thibaut. félicitations pour le parcours, puis à très bientôt. C'est sympa. Merci à toi. À bientôt. Bye bye. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. C'est quand même un parcours atypique que celui de Pierre. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez écouter l'épisode de la semaine dernière sur les tendances du marché que j'ai fait avec Thomas. On se retrouve la semaine prochaine. Là, c'est un épisode où c'est sûr encore qui sortira. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets. Et moi, bah, direction Chamonix pour ce week-end et ensuite pour la Chine. À très bientôt. Bye bye.